Le coup tordu, c'est parti pour le 394e épisode du coup tordu. Le coup tordu, ici on parle vélo, ici on parle cyclisme. Vous le savez, le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Dans l'épisode précédent, nous étions avec Thibaut, avec Corentin Denoli, qui est joueur de tennis, mais qui est parmi tous les joueurs du circuit ATP, probablement le plus grand fan de vélo. Mais il nous a même dit que son surnom, c'était Pogacar. Je vous annonce que dans le prochain épisode, nous serons avec Lucas de Rossi, le Marseillais de la China Glory. On vous a prévu plein d'interviews, du Pierre Barbier, du Jordan Jegat, Clémence Latimier également, de ma petite entreprise, Alexis Guérin aussi. On parlera vélo féminin avec Clémence. Mais alors là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu Noël avant l'heure. Je suis super content de le recevoir dans le coup tordu, dans le podcast. Voilà, ça fait un petit moment qu'on vous en parle. Monsieur Yanis Voisard de la Tudor qui est avec nous dans le podcast, dans le coup tordu. Comment ça va, Yanis ? Ça va très bien, merci beaucoup pour cet accueil, ça fait très plaisir. Nous aussi, on est vraiment contents de t'accueillir dans le podcast parce que voilà, t'es au niveau de la communauté, au niveau vraiment des fans de vélo, je sais pas si t'en as conscience, mais t'es vraiment quelqu'un qui est très très apprécié. Merci. Ouais. Écoute, on fait du mieux possible. Oui. Et c'est pas Thibaut qui va dire l'inverse. Voilà, il est là, le plus passionné des passionnés qui est dans le podcast. Comment tu vas, mon Thibaut ? Ça va très bien. Comme tu le vois, je suis remonté par la présence de Yanis comme un coucou suisse. Oh, était facile, Thibaut. Yanis, alors on enregistre cet épisode le 14 novembre. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette grosse année 2025. On va parler aussi un petit peu de ce qui se prépare pour 2026. Là, au moment où on enregistre l'épisode, alors on commence à voir des coureurs, on commence à voir un peu les Strava qui se rallument à droite à gauche. On a vu Paul Magny à la télé qui a dit qu'il n'avait pas respecté ses 3 semaines de coupure. Il n'a pas pu s'empêcher de prendre le vélo. Toi, précisément, au moment où on enregistre le podcast, t'en es où dans ta préparation pour 2026 ? J'ai aussi gentiment repris le vélo. Ça fait une semaine, là maintenant, une petite semaine que j'ai recommencé avec un entraînement un peu plus structuré, un peu plus sérieux. Et puis avant ça, j'ai fait 4 à 5 semaines de coupure, mais toujours en restant pas mal actif. Enfin, plus ou moins actif, mais du coup, ça faisait bien d'avoir ces 4-5 semaines un peu tranquilles. Tu fais des sports alternatifs ? Ouais, exact. Un peu de marche. Surtout, c'est vrai qu'en Suisse, puis en France également, on a la chance d'avoir une super belle région avec les montagnes et tout. Donc, c'est très sympa d'aller marcher un petit peu. Et puis, quelques sorties en VTT, des trucs du genre, quoi. Oui, allez voir sur le compte Instagram de Yanis. Voilà, il vous fait profiter des décors des montagnes suisses. Yanis, comment ton année 2025 t'as disputé ton premier grand tour, tu termines avec une belle 3e place sur le Tour de Langkawi. Si tu dépolarises un petit peu tout ça, quel regard tu as sur cette année ? Ouais, c'était une bonne saison, avec forcément des hauts et des bas, un peu comme chaque année, mais en tout cas le plus gros souvenir que je retiens de cette année, c'est vraiment ce premier grand tour, ce Giro d'Italia, qui était vraiment super. Pour moi, c'était un peu un rêve de gosse qui se réalisait. Et puis une belle saison pleine avec pas mal de jours de course. Ma plus grande saison et de loin. Donc et puis aussi quelques beaux résultats comme tu l'as dit. T'avais cette conviction en toi depuis. On t'a vu sur les réseaux sociaux à la fin du Giro, notamment, on va reparler. T'as très très bien fini ce Giro. On a l'impression que t'avais envie d'en découdre depuis très très longtemps avec une course de 3 semaines. Ouais, exact. C'est vrai que j'ai quand même 27 ans. Enfin, j'ai eu 27 ans cette année. Donc, plus si jeune que ça. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose que j'attendais depuis pas mal d'années, de découvrir un grand tour, qui est quelque chose quand même de très spécial dans notre sport. Donc c'était fait. Puis, c'est clair que super content avec ça, quoi. Non, mais tu le dis, t'as 27 ans. Face à justement une génération qui est de plus en plus précoce, tu te considères qu'encore, toi, parmi les coureurs à maturité tardive ? Ouais, je pense. C'est vrai que j'ai eu un parcours assez particulier, notamment en ayant fait des études assez longtemps. J'ai terminé un bachelor en biologie en 2023. Enfin, je l'ai fait sur 6 ans au lieu de 3. Donc ça a pris pas mal de temps et c'est vrai que ça m'a peut-être un petit peu retardé d'un point de vue maturité physique. Mais c'est quelque chose qui était intéressant à faire
en parallèle de ma carrière sportive, et c'est vrai que du coup ça a fait que ça a retardé un peu les choses. C'est vrai que actuellement, comme le cyclisme évolue, je suis pas sûr que j'arriverai encore à le refaire. C'est vrai que maintenant, dès que tu sors des catégories 23, c'est tellement compliqué d'obtenir un contrat pro. Donc ouais, c'est vrai que comme tu le dis, je pense que c'est encore un peu un de ces coureurs à maturité tardive, quoi. C'est vrai que c'est un sujet, on pourrait faire un podcast entier, entier là-dessus. On en parlait dans le tennis avec Corentin Denoli. André Bernaudot a fait une sortie là-dessus où voilà, il parlait justement de ces coureurs à maturité tardive qu'il fallait pas négliger. Et très souvent, comme tu l'as dit, Yanis, c'est l'histoire du double projet, les études à côté du vélo. Et on espère bien évidemment que ça sera encore possible, voilà, de perfer comme tu le fais pour les générations qui arrivent. Yanis, on va revenir un petit peu. Moi, j'adore les récits de course un petit peu quand on nous raconte un petit peu les coulisses de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu vivre à la télé sur le bord des routes. Alors c'est vrai qu'en préparant le podcast, j'y ai repensé tout à l'heure. T'as repris ton début d'année sur le Saudi Tour et il y a eu une deuxième étape un petit peu particulière. Vous avez fait quasiment une course de côte, une course arrêtée, donc victoire de Tom Pidcock. Toi, tu termines 7e, donc je rappelle pour tout le monde, la course avait été arrêtée pour raison de sécurité. Et ils vous ont redonné un top départ quasiment au pied de la dernière ascension. Toi, est-ce que tu penses que c'est des conditions de course qui t'ont, on va dire, handicapé, avantagé, ou pour toi c'est complètement neutre? Ouais, alors c'est vrai que c'était la première fois, puis je pense pour pas mal d'autres coureurs c'était aussi le cas. Un scénario pareil, et c'est vrai que c'était très 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 bizarre parce que il y avait cette descente qui était beaucoup trop dangereuse pour la faire à allure course avec des secteurs non goudronnés et tout, ou en tout cas beaucoup de gravier sur la route. Et puis c'est vrai que du coup ils ont neutralisé, comme tu le dis, jusqu'au pied de la dernière montée qui était très courte. Je pense que je me souviens plus exactement, mais ça devait faire 2 ou 3 kilomètres maximum. Et donc c'était vraiment un sprint pour grimpeur, et je me souviens que le niveau d'acide lactique était juste fou. Et c'est vrai que c'est pas du tout les efforts qui m'avantagent. Après voilà, c'est comme ça, c'est un fait de course, c'est la course, et puis c'était pareil pour tout le monde. Donc c'était aussi intéressant de se tester sur un effort comme ça, mais ouais, clairement c'était pas quelque chose qui m'avantageait. Petite question sur le gros morceau, le gros steak de cette année 2025 sur le Giro. Je te laisse la main, Thibaut. Ouais, si on remonte un peu le fil, dans un premier temps, on t'a vu lâcher très tôt en Albanie. Est-ce que c'était un peu volontaire de ta part, et est-ce que tu avais déjà avec l'équipe planifié un pic de forme précisément pour la 3e semaine qui était taillée beaucoup plus pour un coureur de ton acabit? Ouais, alors il y avait un peu des deux. C'est clair que j'ai été un peu surpris par mon niveau de forme sur le début du Giro. C'est vrai que l'enchaînement Pays Basque et puis les Ardennaises, 2 courses que j'avais jamais fait par le passé, ça faisait beaucoup, c'était pas facile d'enchaîner. Et puis c'est vrai que sur ces premières étapes en Albanie, j'ai bien galéré, on peut le dire. Et puis mais d'un autre côté aussi, on avait vraiment prévu ce pic de forme en 3e semaine, notamment pour épauler Michael Storer au mieux. Et puis aussi parce qu'on savait que elle serait très très difficile, et puis que j'aurais aussi ma carte à jouer en 3e semaine. Mais après c'est clair que c'était tout nouveau, donc on essaye de faire au mieux, mais on n'a pas trop de points de repère. Ça m'avait fait par le passé, et puis on espère que ça fonctionne. Puis au final ça a super bien marché pour moi sur cette dernière semaine. T'es sorti, on va dire, de j'imagine, un stage d'altitude qui a précédé le Giro. Non, pas du tout en fait. C'est que justement j'avais un programme de course tellement chargé que j'ai pas pu faire de stage d'altitude avant. Justement avec toute la première partie de saison, et puis ensuite Pays Basque et Ardennes, ça arrivait très très vite. Je crois que de mémoire il devait y avoir un tout petit peu plus qu'une semaine entre les Ardennes et le début du Giro, donc ça s'enchaînait très vite. Et ouais, peut-être qu'il y avait aussi justement un peu de la fatigue et tout sur le début du Giro qui restait encore, quoi. Mais j'avais pas pu faire d'altitude avant. Au fur et à mesure du Giro, quand on arrive au début de la 3e semaine, on sait que c'est là où on s'approche du money time, ça commence à tirer. Tu sentais au fur et à mesure des jours que Yanis il en avait encore sous le coude et il allait pouvoir jouer sa carte sur les dernières étapes? Ouais, alors c'est quelque chose que j'ai toujours senti par le passé, même sur des courses d'une semaine, que je finissais souvent très bien ces courses par étapes.
Et puis là, ouais, c'est vrai que bon, alors c'est sûr, il y a énormément de fatigue chaque matin au départ des courses, toujours très compliqué à remettre le moteur en marche, mais c'est vrai que je sentais que j'avais vraiment cette force et puis cette forme qui s'améliorait presque, ou en tout cas qui restait stable de jour en jour. Donc ouais, c'est aussi quelque chose qui est chouette à vivre. J'imagine que pour un premier grand tour, si on subit vraiment la dernière semaine et que c'est dur tous les jours, ça doit vraiment pas être simple à gérer, quoi. Mais là, c'était pas le cas. Justement, et en termes de moment chouette, ton momentum de ce Giro, c'est l'étape numéro 16. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette journée avec tes sensations, la prise d'échappée et surtout en fait ce coup de poker que tu as fait dans la dernière descente et qui a failli potentiellement être gagnant pour toi? Ouais, alors c'était une étape où j'avais carte blanche, où je pouvais aller dans l'échappée, et c'est vrai que il y avait vraiment une grosse bataille en début d'étape pour prendre cette échappée, sous la pluie, dans des conditions pas très très faciles, où il faisait quand même assez froid. Et puis ensuite, j'ai réussi à faire partie de cette grande échappée. Je pense qu'on était une trentaine, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il y avait ces derniers cols, dernières montées, où les deux gars d'Astana étaient quand même vraiment au-dessus. Fortunato et je crois que c'était Scaroni. Ouais, Scaroni qui doit gagner l'étape même. Et puis ouais, du coup la sélection s'est assez vite fait dans l'avant-dernier col où on était plus que 6, il me semble. Et puis ouais, j'ai assez vite remarqué parce que du coup les deux gars d'Astana étaient quand même nettement supérieurs, et puis que du coup dans la dernière montée il y aurait pas grand-chose à faire contre les deux, donc il fallait tenter quelque chose ailleurs. Et puis c'est clair que j'ai des bonnes qualités en descente, donc je voulais vraiment essayer de pouvoir attaquer à cet endroit-là pour prendre un peu d'avance, et puis après espérer que ça se regarde un peu ou que ça s'entende pas très bien sur le plat. Il y avait quelques kilomètres de plat dans la vallée avant de rejoindre la dernière montée. Et puis ouais, c'est clair que c'était quand même très très long, donc il aurait fallu plus d'avantages que ça pour espérer un meilleur résultat, mais c'était déjà joli de pouvoir tenter quelque chose puis de peser sur la course à ce moment-là. Je me rappelle plus, ils t'ont donné le prix de la combativité ce jour-là? Non, je crois pas. Même Scandale. Tu disais que tu avais pris l'échappée sous la pluie dans le froid. Toi, c'est plutôt on sait qu'il y a des coureurs qui aiment bien quand il fait beau, quand il fait chaud. Il y en a qui sont plus performants, on va dire, par temps dégueulasse. Toi, de ton côté, c'est les conditions compliquées, c'est aussi quelque chose que tu apprécies? Ouais, exact. Ouais, à choisir, je préfère des conditions compliquées que 35-40 degrés sous la canicule, quoi. Bon. Comment on sait pareil qu'après les grands tours, il y a des coureurs qui sont morts, ils sont cuits. Il y en a d'autres qui se sentent avoir une force incroyable dans les jours et dans les semaines qui suivent. Toi, comment physiquement tu t'es remis de ce premier grand tour? Ça allait assez bien. J'ai relativement peu couru après le Giro directement, parce que justement c'était aussi une volonté de l'équipe de me laisser le temps de les récupérer pour ce premier grand tour, pas de me cramer. Et puis ouais, mais après à l'entraînement je me sentais tout de suite bien, donc je pense que j'ai bien digéré ce premier grand tour. Oui, c'est vrai que on a entendu un potentiel doublage avec le Tour de France. C'était prévu, t'étais potentiellement dans cette pré-liste de coureurs qui auraient pu figurer sur la grande boucle, ou non, un grand tour sur la saison c'était déjà assez suffisant? Ouais, non, c'était vraiment qu'une rumeur. Je sais pas quel média avait lancé ça, mais non, il y avait même pas de question là-dessus. C'est vraiment déjà faire un premier grand tour, voir comment je récupère derrière, et puis voilà, pas prendre de risque de commencer le tour, quoi. Yanis, ensuite, t'as enchaîné. On va arriver à l'été, cette fameuse troisième étape du Tour de Pologne où on sait que il y a des coureurs. C'est l'étape où Baronkini a été gravement blessé, si je dis pas de bêtises. Ouais.
Bon, et voilà, on espère voilà évidemment qu'il se remet. On sait que le chemin est long, mais c'est vrai que quand on a vu cette étape, c'était un petit peu particulier. Donc on rappelle des coureurs qui étaient à 10 minutes derrière, qui ont pu revenir, qui ont pu un petit peu disputer la gagne de l'étape. Toi, comment tu l'as vécu cette journée particulière? Est-ce que toi-même, voilà, où t'étais au moment de la chute et comment t'as vécu la chose de l'intérieur? Ouais, alors à ce moment-là, j'avais été lâché déjà depuis quelques kilomètres. Je me souviens, on était dans la file des voitures avec peut-être un groupe de 6-7 coureurs à ce moment-là. Donc je faisais plus partie de ce groupe de tête. Et c'est clair, on avait reçu l'info à l'oreillette qu'il y avait eu une grosse chute et qu'il fallait faire attention. Surtout que la route était très très étroite, donc on a quasiment dû mettre pied à terre avec les véhicules et tout. Et après, effectivement, plus loin, du coup, ils avaient arrêté le premier groupe, le peloton, et puis du coup, pas mal de coureurs, dont moi, on était revenus comme ça. Et puis ouais, effectivement, j'avais trouvé assez étonnant qu'on puisse réintégrer le peloton, quoi. Oui. Ouais, Très bien. Après, t'as fait une belle, on va dire, il y a une 5e place sur le trophée Marco Pantani, hein, c'est ça? Oui. Ouais, exact. Et après, donc, t'enchaînes avec le Tour de Langkawi. Alors, le Tour de Langkawi, quand j'ai regardé le profil, je me suis dit, c'est quand même particulier parce que plat, une bosse, voilà, alors une belle bosse très roulante, mais très longue et plat. Et donc, tout de suite, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, tactiquement, stratégiquement, on sait que voilà, l'Asie, climat particulier, des routes assez larges. Stratégiquement, comment tu t'es organisé? Quand tu as vu l'histoire, je pense que tu savais précisément que tu avais ta carte à jouer. C'était quoi? Essayer de garder le plus de force vraiment pour cette étape. Je crois que c'était l'étape numéro 7 qui était l'étape reine. Raconte-nous un petit peu comment tu t'es organisé sur ce Tour de Langkawi. Ouais, alors dans mon cas, le plus gros challenge, c'était vraiment la chaleur et l'humidité, parce que c'est deux éléments que j'aime pas spécialement trop. Et par le passé, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes de performer dans des conditions comme ça. Donc c'était un beau challenge d'arriver là-bas avec justement ce rôle de leader et puis d'essayer d'aller chercher ce podium final pour le général. On espérait aussi que l'étape reine avec cette longue montée elle soit assez dur, mais au final c'était quand même très très roulant, donc difficile de faire des écarts sur une montée autant roulante qui se monte grand plateau. Mais après ouais, donc du coup il y avait ces entraînements spécifiques à la chaleur que j'ai fait énormément avant de partir en Malaisie, et puis ouais, après bon, ça on l'a plutôt vu après l'étape reine que bon, au final ça va se jouer énormément sur les sprints bonification, donc qu'il fallait avoir une bonne tactique et avoir bien du punch pour essayer d'aller chercher ces secondes de bonification au sprint intermédiaire. Et c'est vrai qu'on a assez bien joué le coup, quoi. C'est vrai que je savais que j'étais assez rapide, enfin que je pouvais être suffisamment rapide. Mais c'est vrai qu'après le réaliser, c'était encore autre chose. Et sur ce type de configuration, sur ce type de col, tu penses que c'est là où tu peux tirer le meilleur de ton profil? Par rapport à un col raide, c'est ça? Ouais, c'est une ascension quand même assez roulante où ça peut aussi se batailler en termes de sprint en petit comité avec des grimpeurs punchers en gros. Ouais, j'étais assez confiant sur ma pointe de vitesse par rapport à un groupe de grimpeurs, justement un sprint en petit comité. Après ouais, c'est sûr que je sais que je fais pas partie des grimpeurs avec un ratio watts par kilo impressionnant, donc c'est clair que c'est une montée assez roulante où il y a pas mal de vitesse et du coup pas mal de tactique aussi qui rentre en jeu. Ça me plaît bien, et puis c'est vrai que ça m'avantage un peu plus qu'un radar où c'est vraiment les watts par kilo qui comptent. Je vais revenir, Yannis, juste sur ce que tu me disais avant, les entraînements donc pour s'adapter à la chaleur. C'est quoi? C'est des entraînements en sauna souvent? Ouais, alors tu pourrais le faire avec du sauna. Ouais. Nous, ce qu'on a vu, c'est que le sauna, pour moi, c'était pas suffisamment stressant, on va dire, pour le corps, pour vraiment créer une adaptation. Du coup, ce qu'on fait, c'est que c'est des entraînements à l'intérieur où tu t'habilles comme si tu allais rouler dehors en hiver.
Donc très affilié, et puis tu roules sur home trainer et puis tu as un protocole à suivre où le but c'est de faire monter la température corporelle jusqu'à un certain point, et après tu tiens, enfin tu essayes de tenir une certaine zone de puissance, puis au final bon t'as les deux courbes qui se croisent en fait, t'as les pulsations qui font que de monter, et puis la puissance qui diminue de minute en minute, quoi, puis ça dure plus ou moins 1 heure. Alors, on sait qu'il y a eu énormément de progrès ces dernières années, justement, sur les entraînements pour adapter le corps des coureurs qui n'aiment pas la chaleur à la chaleur. Moi, j'ai l'impression alors, tu vas m'arrêter si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression justement que sur ce type de coureur dont tu fais partie, il y a encore un dernier point qui est, on va dire, un petit peu compliqué à gérer, c'est les changements de ton. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on va prendre 10 ou 15 degrés, et ce qu'on appelle le coup de chaud, et voilà, c'est peut-être encore l'un des dernières choses qui est un petit peu compliqué à travailler. Ouais, c'est clair. Ouais, t'as totalement raison. C'est clair que c'est bien plus simple à essayer d'adapter son corps si le climat est plus ou moins stable, même s'il est très chaud, parce qu'au final, tu vas t'adapter sur 2-3 jours, et après tu vas réussir à garder cette habitude-là, que c'est vrai que si tu as une étape où il fait 15 degrés et le lendemain il fait 30, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Ouais. Thibaut, on va passer sur ce qui va se passer en 2026 ? Oui, pourquoi pas. Et justement, sur cette préparation de 2026, quels sont les axes que tu vas privilégier ? À titre personnel, j'aimerais bien refaire un grand tour, après lequel ça je sais pas, et c'est quelque chose qui va se décider dans les semaines à venir, et tout comme le programme de course en général en fait. C'est mi-novembre, début décembre qui décide ça. D'ailleurs, c'est assez excitant dans une équipe qui a quand même pris du galon depuis certaines années, qui garde son identité suisse, mais qui va chercher de plus en plus de grosses pointures de ton pays. Il y a quelque part aussi peut-être potentiellement une fierté d'aller chercher une place sur un grand tour avec des aussi beaux noms que des Mark Hirschi ou des Stefan Kung. Ouais, bien sûr. C'est clair que c'est super important pour eux, pour la marque, pour Tudor, d'avoir des coureurs suisses qui performent. Et puis c'est clair que ça offre beaucoup de visibilité, puis c'est aussi une super belle plateforme pour tous les jeunes en Suisse, quoi. Ça ouvre les portes du cyclisme professionnel. Est-ce que on a déjà vu par le passé, je crois que la Lotto qui était en pro team avait foldé un Giro, on avait, je crois, il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, il me semble qu'Israël avait foldé la Vuelta. On sait que la Tudor, donc voilà, vous êtes qualifié pour les 3 grands tours pour 2026. Alors, est-ce que tu as l'info ? Est-ce que la Tudor va honorer ces 3 invitations ? Le Tour de France, évidemment, mais sera à 100% sur le Giro et la Vuelta. Alors évidemment, je peux pas te le confirmer. Mais dans les discours, dans l'ambition de ce que tu sens dans l'équipe, d'après toi. Oui, en tout cas, l'envie est là. Oui, l'envie est là de rajouter un 3e grand tour sur la prochaine saison. C'est clair. Première année, on avait fait le Giro, un seul grand tour. Cette année, on a fait le Giro et le Tour. Et puis, du coup, l'année prochaine, on aimerait bien ajouter la Vuelta. Toi, Yanis, sur, on va dire, ta préparation spécifique, on voit que certains coureurs parfois qui sont plutôt typés puncher vont travailler un petit peu les ascensions un peu plus longues sur un cycle hivernal. Il y en a qui vont, je sais pas, plus bosser des bêtises, plus bosser leur pointe de vitesse, leur sprint. Est-ce que toi déjà tu as fait un point avec l'équipe, avec ton entraîneur ? Est-ce que tu sais spécifiquement sur quoi tu vas travailler, ou est-ce que tu vas essayer d'être le même Yanis que 2025 mais en encore meilleur ? Ouais, on a des axes de travail, c'est clair, qui changent pas beaucoup de ce qu'on avait déjà les dernières années. Ça fait depuis un certain temps maintenant que je travaille avec le même entraîneur. Et puis ouais, du coup on essaye, j'essaye de devenir un coureur le plus complet possible. Donc c'est clair qu'il y a encore pas mal de travail. C'est clair, il y a le punch, aussi le côté à montre que je travaille beaucoup. Et puis évidemment les capacités en montagne.
Toi, parce que pour moi, ta ref, hein, c'était le Tour de Hongrie 2023 où t'avais battu Marc Hirschi. Alors c'est vrai c'est pas pour mettre les coureurs dans des cases, mais je me dis souvent, voilà, sur ce type d'ascension un petit peu, voilà, assez roulante comme le Tour de Lonkawi. On rappelle aussi en 2024, il y avait une étape du Tour de Pologne où t'avais frôlé la victoire. Tu te considères quoi, comme puncher long ou grimpeur court? C'est une bonne question, ça. Je dirais ça dépend des semaines. D'accord, ok. Ça dépend des semaines. Bah top. T'en as une petite dernière, Thibaut? Non, pas spécialement qui me vient, ça aurait été celle-ci, donc c'est nickel. Bon, parfait. Merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé, Yanis. On va rappeler pour tout le monde que la Tudor est présente sur Side Limit. Hein, pour ceux qui connaissent pas Side Limit, je rappelle que Side Limit n'est pas partenaire du Coup Tordu. Hein, voilà, c'est un projet simplement auquel on croit. Voilà, on achète des cartes des coureurs et puis après derrière on les utilise et puis en fonction des performances réelles des coureurs, voilà, on gagne des points, on gagne d'autres cartes, on gagne des petites récompenses. Donc la Tudor est présente sur Side Limit. Alors je vais pas vous offrir, des fois j'offre des rewards de coureurs qu'on a dans le Coup Tordu. Je vais pas vous offrir la carte de Yanis. Yanis, sur Side Limit, tu coûtes très très cher, hein, quand même. Hein. Ah ouais? Ah oui, j'ai aucune idée. Ah si, tu fais partie des coureurs les plus chers. Alors déjà à la Tudor, Loulou, ça coûte cher. Hirschi, ça coûte... Ah oui, ça coûte très très cher. Storer, au fur et à mesure de la saison, le prix il a pas cessé de monter. Alberto, il s'en va, mais il coûtait aussi. Et toi aussi, voilà, tu coûtes un billet. Donc voilà, mais voilà, vous pouvez intégrer Side Limit. Il y a les coureurs de la Tudor, voilà, qui sont présents dans le jeu. La nouvelle saison se prépare, et je rappelle aussi pour ceux qui connaissent pas Side Limit que ça fait aussi partie de ces nouvelles ressources financières pour les équipes. C'est aussi un débat. On parle beaucoup, voilà, du modèle traditionnel du sponsoring, mais il y a aussi une partie des ventes des cartes, voilà, qui vont directement aux différentes équipes qui sont présentes sur Side Limit. Donc voilà, sachez-le que c'est aussi une source de revenus supplémentaires pour les équipes. C'est quand le stage de reprise avec l'équipe? Quand est-ce que vous vous retrouvez tous, Yanis? Ça sera mi-décembre. D'accord. Mi-décembre, avant les fêtes, 2 semaines. Et puis après, on retournera encore une fois en janvier. D'accord. Et toi, en attendant, donc, prépa, tu fais beaucoup de salles? Ouais, quand même pas mal pour la force. Et puis ouais, évidemment, beaucoup de vélo à côté. Ça peut être aussi un peu de VTT pour le début si la météo n'est pas au top. Et puis si vraiment il fait très froid en Suisse avec la neige, des fois un peu de ski de fond. Ah oui. Sympa. Ah oui. Ça, ouais, il paraît que ça, le ski de fond, ça apporte pas mal aussi pour la saison. On a vu Thibaut Pinot, l'année où il a failli gagner le Tour de France, il s'était fait une préparation au ski de fond. Ouais. Eh bah écoute, Yanis, c'est ce qu'on va te souhaiter. Voilà, on va te souhaiter d'en claquer une belle pour cette année, au moins une belle, voire plus pour cette année 2026. T'es pas passé loin d'aller chercher une étape sur un grand tour cette année, donc voilà, bah c'est ce qu'on on va être derrière toi. On te remercie infiniment. Et peut-être aussi te revoir très prochainement en décembre, parce que je pense quand même à un petit événement qui s'appelle le Vélo d'Or, et on a depuis l'année dernière un trophée hommage à l'un de tes compatriotes qui nous a quittés, le trophée Gino Madère, qui a été attribué à Luis Angel Maté l'année dernière. Et au vu du discours que j'avais pu lire dans un média, Le Temps, de ta part, le prix, honnêtement, je savais pas trop à qui le décerner cette année, mais tu fais partie pour moi des candidats à ce prix-là. Ouais, bah merci beaucoup. Ah écoute, oui, mais ouais. Non, mais je rejoins complètement. Voilà, je le redis ce que j'avais dit en début de podcast, Yanis. Voilà, faut savoir que parmi la communauté, parmi les fans, voilà, les suiveurs les plus abusés, bah c'est simple. De toute façon, on trouve pas quelqu'un qui t'aime pas. Donc voilà, on peut retourner tous les réseaux dans tous les sens. Voilà, t'es vraiment voilà l'un des coureurs les plus appréciés parmi la communauté des fans de vélo, que ce soit en France, en Suisse et ailleurs. Merci infiniment, Yanis. On rappelle ton compte Instagram, allez vous abonner. T'es quoi, sur Insta, sur Strava aussi? Ouais, exact, les deux. Ouais, exact. Voilà, les deux. Strava, Instagram.
Ok, Yanis Voisard, allez vous abonner, puis on suivra tes aventures en 2026. T'allais dire un tout dernier truc, Thibaut? Ouais, Thibaut, tu dis quoi? Non, c'est une pub qui s'est lancée sur un site. D'accord, ok, bon, c'est pas grave. Bon, merci beaucoup Yanis, et puis à très très vite dans le coup tordu. Merci à vous deux. À Merci bientôt. beaucoup. Ciao les amis. Et on se retrouvera donc mercredi pour un nouvel épisode avec le Marseillais de Chine, Lucas De Rossi, que vous retrouverez dans le 395e épisode du coup tordu. Merci à tous. Ciao les amis.